ImoStory, en partenariat avec Joylock, la plateforme de sous-location de courte durée. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ImoStory, épisode numéro 7 déjà. Alors cet épisode aujourd'hui est sponsorisé par Joylock. C'est la révolution de la sous-location de courte durée en France. Il s'agit de la première plateforme qui démocratise la sous-location de courte durée. Joylock permet surtout aux locataires de générer des revenus complémentaires pendant leurs absences en toute transparence avec leurs propriétaires. C'est un modèle gagnant-gagnant qui redistribue 70% des gains aux locataires et 30% aux propriétaires, le tout sécurisé par un contrat légal. Que vous soyez donc étudiant, salarié ou indépendant et absent régulièrement, Joylock transforme votre logement en source de revenus sans impacter le marché local traditionnel. Julie, bonjour. Bonjour Nicolas. Julie, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Ravi d'être ici. Première question, est-ce que tu peux te présenter en une petite minute ? Alors oui, je m'appelle Julie Lazare, je suis architecte. Normalement, quand je finis cette phrase, on me dit oui, forcément, d'intérieur ou des PLG. On me dit pas ou des PLG, on me dit d'intérieur. D'accord. Alors je réponds à la base, je suis architecte DPLG. Et donc là on me dit, ça veut dire quoi ? Oui. Donc à partir de là, j'ai perdu les gens en fait. Ils savent pas du tout ce que je fais. D'ailleurs, ça veut dire quoi DPLG ? Donc DPLG, ça veut dire diplômé par le gouvernement. Ouais. C'est l'école d'architecture classique en fait. Maintenant, c'est un autre sigle, HMO, mais peu importe. D'accord. Donc à la base, j'étais formée à l'art de bâtir en fait. Architecture, ça veut dire ça. Ouais. Donc à concevoir vraiment plus la coque extérieure. D'accord. Et forcément, le plan, la façade découle du plan ou l'inverse. Mais j'ai commencé en tout cas à faire une école classique d'architecture. J'étais forte en maths. J'étais forte en maths et en dessin. Et en dessin. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, première question, c'est un peu la trame de cette interview, c'est comment est-ce que tu arrives à ce métier-là ? Quel est ton parcours initial ? Alors après les études d'architecture qui durent quand même 6 ans, il y a des stages obligatoires. Mais c'est ta première motivation. Tu dis je vais être architecte. Ouais. Ah bah oui, moi. D'accord. T'as des parents architectes ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du un tout environnement ils sont dans le commerce. Ma mère, elle est hôtesse de l'air. D'accord. Elle fait un peu de peinture le dimanche. Ah, voilà, peut-être. Peut-être, c'est ça. Tu dessinais petit ? Non, en tout cas, par contre, c'est vrai qu'ils m'ont un peu orienté vers les sciences. Voilà, c'était fait scientifique et puis après, tu pourras faire ce que tu veux. D'accord. Mais c'est vrai que j'avais quand même plus une envie de dessiner, en fait, de concevoir des choses. Donc, dessin à la maison déjà ? Voilà, exactement. Ouais. Pour entrer à l'école d'archi, il faut quand même un dossier avec des dessins, beaucoup à la main d'ailleurs. Et pendant l'école, on nous apprend plutôt à passer sur l'ordi. Et plus petite, plutôt Lego que Playmobil. Très, très Lego. Et mécano. Forcément. Voilà. On est d'accord. Donc, je sors de l'école. Je me destine à être archi, voilà. Donc, je fais un stage chez Jean Nouvel. Gros coup de chance. Tu peux peut-être dire un petit peu qui est Jean Nouvel pour ceux... Enfin, il a une certaine autorité, mais pour ceux qui connaissent Jean Nouvel, c'est un des plus grands architectes français, en tout cas le plus connu. Il construit beaucoup, voilà, parce qu'entre être connu et construire beaucoup, parfois, il y a des différences. Et il a une très grosse agence d'architecture. Et surtout, il construit des bâtiments assez remarquables. Des musées, des bibliothèques. 2 ou 3 à Paris, parce que j'en ai vu un dernièrement. Moi, j'ai bossé au Quai Branly, par exemple. C'est là où j'ai fait mon stage de fin d'études pendant 6 mois. Et après, ils m'ont engagé en CDD parce que le chantier a pris un peu de retard, comme ça arrive de temps en temps. Et donc, c'est ma première expérience en tant qu'architecte novice, on va dire junior. Je crois que les bureaux porte d'Ivry par là-bas, à côté d'Austerlitz, c'est lui aussi, hein. Oui, alors ça, les bureaux, il a fait des tas de choses. Il a fait l'Institut du monde arabe à Paris, donc le musée du Quai Branly, le Louvre à Lens. Non, il est extrêmement... la Philharmonie à la Villette, j'habite à côté, je le vois tous les jours. Donc première super expérience. En fait, ce qui est surtout intéressant dans cette première expérience, c'était du chantier. Donc j'ai dessiné pendant les études, on dessine beaucoup, on fait beaucoup de théorie, on nous parle très peu d'argent, on nous parle très peu de chantier, très peu d'administratif, de déroulé. Et donc là, j'avais mes pieds dans les bottes coquées, j'allais sur le chantier. Là, tu n'es pas sur un métier en rapport avec le client, tu es plutôt l'exécutant. Exactement.
Ouais. Là, le client, c'était une maîtrise d'ouvrage assistée. Enfin, c'était des vrais professionnels qui comprenaient tout ce qu'on disait. Donc ça, oui, c'était plus vraiment le suivi de chantier, le bon déroulement du chantier avec les différents artisans, les entreprises, bien sûr la notion d'argent, parce que je ne sais plus qui c'était à l'époque le constructeur. D'accord. Vinci ou autre, mais voilà. Il fallait que ça rentre dans le cadre. Exactement, voilà. Tu restes dans ce DPLG, entre guillemets, pendant combien de temps? Alors après Jean Nouvel, le chantier, je voulais vivre d'autres expériences, dessiner un peu, pourquoi pas d'ailleurs. Ouais. Et donc je suis allée chez un autre architecte qui construit beaucoup. Alors il est peut-être un peu moins connu, mais en fait je suis un peu curieuse par exemple de savoir, toi, si je te dis de citer 3 architectes en France, français, tu me cites qui? En dehors de nouvelles, je vais pas te raconter. Ah si. Ah si, j'ai Claudio, c'est un copain. Julie maintenant. Eleonora. Non mais voilà, donc bon, en tout cas j'ai travaillé, il s'appelle Jean-Paul Viguier, il a une grosse agence de 150 personnes, donc ça place les choses, il fait beaucoup de bureaux, de centres commerciaux. Et là, ce que j'ai appris chez lui, c'est que j'ai dessiné un projet d'hôpital très grand qui a été construit depuis à Toulouse, l'Oncopole, c'est pour les recherches universitaires et les soins autour du cancer. D'accord. Et donc là, j'ai vraiment compris la relation, la notion d'usager, en fait, de dessiner des plans, des bâtiments pour des personnes, en fait. On ne dessine pas pour faire une œuvre d'art en tant qu'architecte. Enfin, j'ai jamais cru que l'architecte était un artiste de toute façon. D'accord. Donc vraiment, concevoir les projets pour les usagers, avec eux, en fonction de leurs besoins, leurs programmes. On a beaucoup échangé à ce sujet. Passionnant. Et alors, premier virage ou tu continues Oui, alors là, je vous ai dit vraiment le projet le plus intéressant que j'ai fait chez Viguier. Parce qu'après, justement... On se rencontre vraiment parce que tu as une forte sensibilité et aujourd'hui, je crois que c'est vraiment ton quotidien, c'est l'architecture d'intérieur. Oui. Ce virage, tu l'empruntes au bout de 5 ans, 6 ans ou il se passe encore Non, voilà, au bout de 5 ans après Viguier, à dessiner des façades de bureaux toute la journée parce que c'est aussi un peu ça sur AutoCAD, donc vraiment gros bagage en AutoCAD. D'accord. Mais à un moment, j'en avais un peu marre, j'avais fait le tour. Ils m'ont proposé d'être chef de projet. Et donc là, je me suis dit, est-ce que je pars dans 10 ans là-dedans? Voilà. En gros, je me mets dans un certain confort ou je me lance toute seule. Je me lance toute seule en tant qu'architecte. Là, tu es à ton compte à ce moment-là? Pas encore. Pas encore. Je suis en CDI. D'accord. Et je me dis, je me lance toute seule, mais en tant qu'architecte, il faut une équipe, il faut faire des concours, j'ai 30 ans... Ça me paraît très compliqué. Ce qui m'a un peu aussi frustrée dans ces grosses agences, c'est toutes les contraintes qu'il y avait. Voilà, les contraintes urbaines, surtout financières. Toujours dessiner un peu la même chose. Et donc, je me suis dit, je vais me lancer à mon compte. Comment je peux faire J'avais besoin un peu de liberté aussi, vraiment d'indépendance. Ça, c'est mon caractère, d'autonomie. Et j'ai commencé, oui, c'est ça, j'ai acheté un petit studio, j'avais 30 ans, j'étais en CDI, donc j'ai acheté un studio avec des gros travaux à faire et des éléments porteurs à casser pour que ça se passe. Le fameux mur porteur. Le fameux mur porteur. Donc j'ai fait chez moi et je me suis dit, bah voilà, c'est ça que je veux faire. Donc en plus j'ai un petit début de carte de visite, après j'ai fait chez mes potes. D'accord. Puis c'est parti comme ça. Là, quand tu dis que tu te lances à ton compte, on est d'accord que t'es pas rémunéré. La seule rémunération, elle vient de tes clients. Ouais, bah j'étais au chômage. C'est ça. Je touchais un peu de chômage et après 23 mois de création exactement, et j'ai fait l'ACRE, là, voilà, l'aide à la création d'entreprise. Et ça, cette partie-là m'intéresse parce que je l'ai vécu aussi, je te posais des questions et les réflexions que j'ai eues à ce moment-là, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions dans la reconversion, même si ça reste une continuité pour toi, hein, c'est pas franchement un changement de métier, mais tu te poses des questions d'autonomie, de sécurité, de confort. Du jour au lendemain, ta mutuelle, c'est toi qui l'as la payer. À la fin du mois, tu n'as pas ton salaire, il faut que tu aies des clients, même si tu as un petit peu effectivement des chômages qui rentrent, mais ça ne vient pas pallier ton revenu. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais en couple stable. D'accord. Voilà, on avait des projets de vie, de faire un enfant, etc. Et donc, il travaillait chez Jean-Paul Viguier d'ailleurs. Tu le rencontres voilà, exactement. Il était paysagiste et après, j'ai eu ma fille avec lui. Et donc, forcément, il a un CDI. On achète un appartement ensemble. Donc sans... Il avait les épaules larges pour moi. Sans ton compagnon, mais moi, je vais te dire, hein, moi, sans ma femme, je ne fais pas ce que je fais aujourd'hui. Au départ. Est-ce que pour toi, ta situation de couple t'a permis d'avancer sur ce sujet réellement? Ou sans lui, est-ce que tu aurais pu le faire?
entre guillemets. Je pense que je l'aurais fait sans lui quand même. Mais bon, j'aurais emprunté peut-être un autre chemin. Il est vrai qu'il ne faut pas le dire, mais la dernière agence où j'ai travaillé, je commençais mes projets un peu en freelance, en parallèle. Ah, d'accord. Ah, je faisais tout ce qu'on me demandait de faire, hein. Mais comme je le faisais très rapidement. Tant mieux. Alors, on va arriver sur une première question. C'est quoi pour toi, parce qu'il y a beaucoup, et d'ailleurs on a introduit notre interview de cette manière-là, c'est quoi la différence entre l'architecteur d'intérieur, parce qu'il est galvaudé, on parle beaucoup, tout le monde se revendique comme étant architecte d'intérieur, on voit Valérie Damido, on voit tout ça, et puis l'architecte DPLG, ou tu disais tout à l'heure à OM, c'est ça HMO maintenant. HMO. Habilitation 2016, à la maîtrise d'œuvre depuis 2008. 2008, pardon. C'est quoi la différence ? Parce que dans un cas, moi j'ai l'impression que tout le monde, et c'est un peu un fourre-tout, comme les mandataires immobiliers, si je reviens à l'immobilier, et de l'autre côté, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un de sérieux avec la cravate, et on parle vraiment architecture. Bon, je vais essayer d'être concise, parce que... et puis après, c'est aussi un peu mon point de vue, hein, c'est pas non plus... Bon, l'architecte HMO, parce qu'on dit ça maintenant, lui, il est vraiment diplômé par le gouvernement, il a le droit de signer les permis de construire, il peut construire. Si tu m'appelles, tu me dis, j'ai une maison à construire, ou à Paris, j'ai une extension d'un immeuble à faire, ben voilà, je m'occupe de tout le dossier, je connais l'art de bâtir, quoi, encore une fois. Donc c'est vraiment... Alors, donc l'architecte DPLG, lui, il est contraint par, du coup, comme il construit, le contexte, l'environnement, la ville, la géographie, l'écologie. Il dessine les façades, il dessine la toiture, il dessine un peu la coque, en fait. Si on comprend ce terme, parce qu'en architecture, on dit beaucoup la coque, mais... Donc il dessine beaucoup la coque. Et alors, il dessine également le plan, parce que c'est pour l'usager, comme je disais tout à l'heure. Donc on lui dit, il faut mettre tant de mètres carrés de bureau, etc., etc. Donc, est-ce qu'on part du plan et après ça crée la façade? Ça, c'est deux grandes théories en architecture. Ou est-ce qu'on part de la façade, on fait un plan libre, et après on dessine le plan. Et grosso modo, l'architecte d'intérieur, il peut récupérer la coque de l'architecte et organiser l'espace intérieur, sans toucher aux éléments porteurs. C'est ça. Voilà, il ne peut pas toucher à la structure ni à la façade. On va dire ça comme ça. Voilà, il peut toucher à la structure, mais pas porteuse. Bah, la structure, pour moi, par définition, c'est porteur. Donc c'est vrai que c'est un peu redondant, structure porteuse. Ouais, la structure, c'est un peu le squelette de l'être humain. C'est porteur, non? Voilà. Moi, je suis là pour poser les questions. Voilà. Donc l'architecte, en fait, mais souvent on travaille ensemble d'ailleurs. Dans les gros projets d'archi, il y a une petite cellule archi d'intérieur. Il faut faire des études pour être archi d'intérieur? Alors ça, je connais un peu moins, mais c'est en train d'être un peu réglementé maintenant. J'entends parler l'école Boulle, de tout ça. Pour moi, quand j'entends architecte d'intérieur, quand on se revendique sans diplôme ni rien, je trouve ça quand même un peu compliqué. Parce qu'ils ont une responsabilité maintenant aussi. Parce qu'il y a la responsabilité s'il y a un problème avec les entreprises. Donc l'architecte d'intérieur, maintenant, ils peuvent prendre une assurance. Donc c'est en ça, pour moi, où c'est un peu réglementé. Et les assureurs ne prennent que les architectes d'intérieur qui ont quand même fait des études un peu reconnu. Et alors, tu es en train de dire que moi, demain, je peux être architecte d'intérieur? Sans rien faire, là. Sans diplôme, sans formation, sans rien. Mais alors, tu peux faire un petit croquis comme ça. Je peux le faire ou pas? Oui. Honnêtement, oui. Alors après, il faut peut-être demander ce que ça a un peu évolué le métier. Hein, mais c'est-à-dire que mandataire immobilier, là, ce que tu dis. Et alors, par contre, si tu fais ça, un conseil, ne touche à aucune cloison. Voilà. D'accord. Voilà. Fais le décorateur. J'allais dire encore une chaîne. Il n'y a pas d'hierarchie du tout. Hein. Le décorateur, après, lui, il peut s'occuper de la coque de l'architecte d'intérieur. Entre guillemets. Il a passé quelques cloisons. Mais souvent, l'architecte d'intérieur est décorateur également. D'accord. Bon, sur les réseaux sociaux, tu es assez présente. J'essaye, mais... Je vois que tu fais plein de choses. Je vois énormément d'architectes mettent en avant leur métier, leur réalisation à travers des photos, des vidéos, du avant-après. Le avant-après, c'est complètement fou. Les gens adorent. C'est génial. Moi, je vois des trucs, d'ailleurs, qui sont même sponsorisés par des marques. Je vois Isover qui intervient sur pas mal de collabs. Toi, les réseaux, tu y vas naturellement, parce qu'on a quasiment le même âge. On a 35 ans tous les deux. Et demi. C'est ça. Tu y vas naturellement parce que tu sens qu'il faut y aller, ou parce que tu as une appétence pour ce sujet-là? Oui, alors à la base, je pense que j'y suis allée parce que c'était un moyen de communication. On va dire, c'est quoi, depuis une dizaine d'années, quoi. Vu que moi, ça fait 15 ans que... Réellement, depuis 4-5 ans, vraiment, je trouve. Tu trouves pas? Oui, c'est vrai. En fait, je me suis mis sur Instagram pour faire les photos de vacances, c'est vrai. Et puis, oui, c'est vrai. Depuis, peut-être 5-6 ans.
Et je me suis dit, c'est la nouvelle carte de visite, en fait. Avant, on donnait un petit morceau de papier pour aller sur son site internet. C'est ça. C'est ma nouvelle carte de visite. T'as un site? J'ai bien sûr un site internet. D'accord. Mais que tu vas pas retoucher toutes les semaines, tous les mois? Non, mais je fais rentrer de nouveaux projets dedans. D'accord. Non, pour moi, mon site internet, c'est vraiment me connaître. Et Instagram, c'est le marchepied vers mon site internet. Et tes clients, ils arrivent comment chez toi? Instagram, le site, le bouche à oreille. Alors, la recommandation. Bouche à oreille maintenant, quand on travaille depuis un certain nombre de temps. Des clients qui achètent un autre appart, voilà. Donc qui me rappellent ou qui ont une maison de campagne, ou voilà. J'ai un peu de Google, voilà, à Lazare, ça commence par A, je sais pas, je suis bien référencée sur Google. Un peu Insta aussi. D'accord. Franchement, Insta, ça commence à marcher un peu. Ça commence. Des apporteurs d'affaires du type agent immobilier, rénovation, entreprise de bâtiment. En fait, moi, ça me paraît compliqué. Si tu veux qu'on parle en toute honnêteté, c'est qu'ils prennent une trop grosse commission. Par rapport à toi? Ils me prennent 10% de mes honoraires. 10% de tes honoraires? Minimum. Et après, ils veulent 10% des entreprises. Ah oui. Désolé pour la corporation. 10%. Enfin, j'ai pas demandé à tout le monde, donc j'évite à m'en donner. En fait, j'ai dit c'est pas grave. Je vais peut-être augmenter. D'accord. Ok. Bon, écoute, Victory, hein, prochainement c'est pour toi. C'est pas tous, hein. Voilà, c'est pas tous. C'est les deux que j'ai rencontrés à qui j'ai demandé quand j'avais moins de projets. Est-ce que c'est un milieu pour toi qui est très masculin ou plutôt féminin? Alors, le milieu architecte des PLG, quand j'ai commencé, très masculin. J'arrivais sur les chantiers. L'intérieur, par contre, c'est beaucoup plus féminin, j'ai l'impression. Beaucoup plus. Avec une concurrence folle. Il y a toujours une suspicion de t'es une femme, tu connais moi. Mais avec l'âge, on pense qu'il n'y a que des défauts de grandir. Finalement, quand on a une petite crédibilité, être une femme avec un peu d'expérience, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord. Et d'ailleurs, avec l'âge, tu trouves que tu es de plus en plus crédible? Alors, je ne parle pas d'expérience, vraiment d'âge, la notion d'âge. Bien sûr, je connais, j'ai rencontré des tas de problématiques qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend que sur les chantiers. Ah, d'accord. Et puis même la gestion des êtres humains, des émotions, de la psychologie, je m'améliore. Dis-moi, on va aller sur les petits clichés. D'accord. Je titille un peu, hein. T'es prête? Titille. Alors... première question, l'architecte d'intérieur, est-ce que c'est juste de la déco Pinterest? Est-ce que c'est un cliché ou pas? L'architecture d'intérieur, si tu as bien suivi l'interview, c'est quand même organiser l'espace en fonction des besoins des personnes qui vont vivre dans l'espace. Donc poser des cloisons. Donc non, Pinterest, c'est qu'une image figée que l'IA va faire très bien à notre place maintenant. Je vois beaucoup de femmes ou d'hommes qui sont dans un foyer où il y a un peu d'argent. Je vais dans les clichés. Hein. Madame ouvre sa boîte de jardinage. Monsieur va ouvrir son cabinet de coaching sportif ou de consultant. Mais il y a suffisamment d'argent dans le couple pour se permettre ces libertés-là. Est-ce que tu penses que le métier d'architecture souffre également de ce cliché-là, à savoir qu'on est plutôt sur un métier réservé aux riches? Le métier réservé aux riches. Oui, parce que moi, je m'étais dit que tu allais me demander, est-ce que c'est pour des gens riches? Les architectes, moi j'ai cette impression, mais je le vois dans le coaching, je le vois dans les agents immobiliers, je le vois dans beaucoup de secteurs, où je vois des gens qui ne travaillent que très très peu, qui ont de très faibles revenus, et pourtant ils ont une vie qui n'est pas la mienne. Alors je me demande, est-ce que finalement ce ne sont pas des métiers réservés aux riches? Alors vraiment, j'avais pas compris la question dans ce sens-là, donc ça va être très spontané. Alors souvent, le cliché, qui est vrai, je dois le dire, c'est madame à 40 ans, qui a élevé les enfants, qui avait sans doute une formation, peut-être une petite école de commerce, on va dire. Donc qui a quand même fait un peu d'argent, qui a un peu d'argent sur son compte, veut faire une reconversion. Franchement, parce que j'en ai rencontré, elle me demande, parce que j'ai même pris en stage une reconversion. Elle ne se dit pas architecte d'intérieur quand même. Elle se dit décoratrice. Il y a beaucoup de formations en ligne pour être architecte d'intérieur, décoratrice. Et donc, oui, ces reconversions, il faut forcément avoir un petit matelas financier et un mari qui a de l'argent. Vaut mieux pas que le mari fasse indépendant tout de suite. Il faut attendre un petit peu. Tu dirais d'ailleurs qu'il faut combien avant de se lancer? Tu as une idée? 10 000, 20 000, 30 000 sur deux matelas? Tu dirais quoi, toi? En fait, il faut avoir une carte de visite. Donc, il faut avoir des photos Pinterest. Voilà, pour avoir un minimum, pour dire qu'est-ce que vous avez fait. J'ai fait, je pense qu'il faut minimum 3 apparts.
C'est mais bien. avant donc tu es en train Et quand on a les 3 apparts, après, chercher les clients, on les trouve. Oui, mais pour faire les 3 apparts, je fais comment au départ? Parce qu'il faut bien que je me lance. Ah bah, faut finir son CDI en parallèle. Voilà. Je me lance demain comme archi ou décorateur d'intérieur. Tu es en train de me dire que, il faut que j'ai la carte, il faut que j'ai un minimum d'expérience dans le bâtiment. Ça, c'est un prérequis. 2, par contre, en tant que indépendant, est-ce que tu dirais que... Parce que moi, dans l'immobilier, je n'arrête pas de dire aux jeunes, aux gens qui se lancent, et aux moins jeunes, si tu n'as pas 20, 30 000 balles sur ton compte, tu ne te lances même pas. Ouais, moi je pense plus rupture conventionnelle. Voilà, on veut partir en rupture conventionnelle ou toucher le chômage. Donc on peut être un peu auto-entrepreneur, les deux en parallèle. D'accord. Voilà, c'est pas on a 10 000 euros sur un compte et ça va marcher. Je pense qu'il vaut mieux avoir 18 mois, avoir de l'argent qui tombe. Bien sûr. D'une autre manière. En 18 mois, je pense qu'après on peut commencer à en vivre. On peut commencer. Voilà, je parle plutôt en nombre de mois. D'accord. Ok. Merci pour ces infos, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question de se lancer notamment dans cette activité qui peut intéresser, comme tu le dis, des jeunes femmes ou des jeunes hommes de 40 ans, 30 ans. Je suis dans la phase de reconversion, je me remets en cause. Il y a d'ailleurs, tu sais, cette fameuse tranche des 28-32 ans où ce que je fais depuis 10 ans, ça ne m'intéresse pas et je veux faire un autre métier. C'est vraiment la tendance quand même du moment. Moi-même, à 32 ans, je me suis posé la question. Donc, on va parler d'anecdotes. On est là aussi pour rigoler. Est-ce que tu as une anecdote assez folle à nous raconter? Ah, l'anecdote folle, elle n'est pas forcément drôle. Attention. Allons-y, du moment qu'elle est folle. Parce que la folie, pour moi... Alors, donc, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Autant les autres, je les trouve... c'est plus facile à trouver. Alors, le plus fou, c'est qu'on m'a appelé un samedi matin, à 7h du matin. On m'a dit « Allô, madame, c'est la police ». Donc j'ai dit pardon, oui, excusez-moi, vous êtes bien Julia Lazare, architecte. Donc là, je me suis dit, il y a peut-être un petit... Oui, alors, il y a un immeuble qui menace de s'effondrer, il faut venir de toute urgence. D'accord. On m'en dit pas plus, ça raccroche. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis honnête et tout. Donc j'y vais, et en effet, c'était l'adresse d'un chantier où ça se passait très mal avec les voisins. Donc je pensais bien qu'il y avait peut-être un petit litige à ce sujet-là. Nous, on faisait les travaux au 4e étage. On était en fin de travaux. Ça, c'est les voisins, c'est là où ils sont le plus chauds. À la fin de travaux, ils n'en peuvent plus. Ça fait 6 mois qu'on fait du bruit. 4e étage, c'est au niveau du 2e. Il y a un bout de plancher qui s'est effondré. Donc la personne qui habite dans l'appart a appelé la police. Je ne savais même pas qu'il y avait une police des immeubles en péril. Voilà. Enfin, appelé la police dans un premier temps, le 17. Ils les ont envoyés vers la police des immeubles en péril, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Et alors, tout de suite, forcément, comme nous, on fait un chantier au 4e étage, on m'a appelé en premier. Alors que c'était le type du dessus qui a laissé son lave-linge tourner tout le week-end. Et il y a eu en effet un problème à un moment dans le plancher qui s'est un peu effondré, ça a coulé en dessous, etc. etc. Mais voilà, la suspicion de culpabilité directe parce qu'on fait les travaux. À moi, maintenant, on me dit c'est la police, je raccroche. Ça a le mérite d'être franc. Tu disais que c'était pas drôle, même si on a quand même rigolé à la fin. C'est vrai. Si on se parle d'anecdotes un peu plus drôles. Parce que quand on parle de drôle, parce que quand même, donc je suis architecte, je travaille sur les plans, je dois connaître les gens en profondeur, on va dire. Donc tout ce qui est rapport à... Ils doivent me dire tous leurs petits secrets. Et donc je trouve que ce qui est drôle, c'est tout ce qui est rapport avec les toilettes. Bon, on me demande des trucs. Alors on me demande... Je voudrais, quand j'allume la télé, qu'il y ait un bruit d'eau qui coule. Ça me concentre. Voilà. Ça favorise. Voilà, on m'a demandé ça. Alors, il y en a un autre qui me dit, je voudrais quand je tire la chasse, qu'il y ait de la musique qui se déclenche, pour pas qu'on entende. Mais de l'autre côté. T'as vu les toilettes dans les restaurants, j'en vois de plus en plus, qui sont vraiment designées avec un caractère transparent, en rose, en vert, avec des cuvettes moelleuses, on me demande. Qui les toilettes japonaises. Voilà. J'ai un ami qui s'est fait installer ces toilettes japonaises, c'est de la folie. Là, il y en a une très hygiéniste. T'as même la température avec. Très hygiéniste, elle ne voulait pas appuyer sur un bouton avec sa main, elle trouvait ça trop sale, donc elle voulait un truc qui s'active avec le pied. Ah oui. Pour tirer la chasse d'eau. D'accord. Donc voilà, il me parle. Donc les toilettes. Des toilettes, quand même, c'est toujours un petit sujet. Cette Imo Story est drôle. Je t'ai aussi invité, parce qu'on parle beaucoup d'architecture, parce que c'est ton métier, parcours de vie, mais tu es aussi maman. Et je me suis dit quand même c'était important de parler de ça, parce que je crois que tu es séparée en garde alternée. De la garde de ma fille. Tu es indépendante,
à ton compte, même si aujourd'hui, j'ai l'impression que ça marche bien pour toi, être engagé indépendant, moi-même, je le vois combien je travaille toute la journée. À 23h, j'ai encore des textos, j'y réponds. Donc, la capacité à s'adapter à son foyer, c'est une vraie question. Comment est-ce que tu gères tes journées? Tu as un enfant, 2 enfants? Une fille. Une fille. Qui a quel âge? Elle a 8 ans. 8 ans, donc CE1, CE2 par là. Elle rentre en CE2 là. CE2 depuis 2 jours. Exact. Bonne rentrée. Comment est-ce que tu t'adaptes à ça par rapport à cette activité qui peut être très engageante, ne serait-ce que par les AG le soir, hein. Tu peux participer, je pense, également de temps en temps. Non, ça t'en fait plus. Je refuse d'y aller parce que parfois, ma tête ne peut ne pas revenir à un copropriétaire et j'envoie tous les plans techniques et je préfère que ce soit le néophyte qui présente le projet de la professionnelle. Donc, comment tu t'adaptes à ce quotidien? Bon, déjà, sur ta très longue question, je rebondis sur moi, parfois, je travaille à 23h, que tu m'as dit. Ouais. Moi, jamais. D'accord. Voilà, je récupère ma fille et je ne travaille plus. Terminé. C'est terminé. Alors c'était une autre organisation quand j'étais avec son père, puisqu'il pouvait me la garder, etc. Ouais. Maintenant, comme je l'ai une semaine sur 2, la semaine où je l'ai, elle va au centre aéré jusqu'à 18h. Je la récupère, c'est terminé. Honnêtement, je commence à 9h. Je fais 9h-18h si je travaille comme ça un peu intensément. Mes clients, je leur dis... Alors, je fais des exceptions, bien sûr, de temps en temps. Là, j'ai des clients qui me disent on est disponible que le soir et le samedi. Oui. Alors bon, ça m'embête un peu, mais voilà, je peux me rendre disponible. Mais souvent, les clients, quand ils m'appellent le dimanche, là, j'en ai un qui m'a appelé le dimanche, j'ai pas répondu, j'ai rappelé lundi matin tranquillement. Voilà, je cadre tout de suite. Et la semaine où j'ai pas ma fille, c'est beaucoup plus libre. Donc, et tu es dans un bureau chez toi? Où est-ce que tu travailles aujourd'hui? Alors là, aujourd'hui, je suis chez moi, mais j'ai bossé en coworking, j'ai bossé dans un coworking que j'avais créé même à une époque. Donc là, pour l'instant, je suis chez moi parce que c'est plus pratique. D'ailleurs, tu as raison. À 18h-1, je pars à l'école et je suis dispo, mais j'aimerais bien retrouver des bureaux quand même. D'accord. Le message, c'est passé. On va parler d'un truc, hein, le téléphone. Parce que c'est quand même... moi, mon quotidien, sans ça, je suis perdu. Encore plus avec nos générations et le travail qui passe que par là. Comment tu gères ça par rapport à ta fille, par rapport à ton quotidien? Parce que tu dis, je commence à 9h, à 18h, j'arrête tout. Tu mets ce truc-là de côté à 18h et puis c'est terminé? Comment Non, pendant longtemps, en effet, ça me stressait d'avoir le message, de ne pas le lire, il y a un problème ou quoi. Maintenant, c'est très simple. Les conversations clients ne sonnent pas à partir de 18h. D'accord. Même si à un moment, il m'arrive de le voir, je suis très à l'aise de ne pas regarder le message. La Terre peut bien continuer de tourner et il est 18h, je ne suis qu'architecte. T'as une astuce? Tu mets dans le fourre-tout à l'entrée de l'appart? Non, parce que je le garde. Après, je parle à mes amis, à ma famille. C'est juste qu'ils sont en silencieux, sans pop-up. D'accord. Donc, je vois même pas quand ils me parlent et je ne consulte pas mes mails. D'accord. Tu t'es mis des notifs? Tu as supprimé les notifs de ton téléphone? Ah oui, tout, bien sûr, ça. Qui les a encore? Je sais pas. Non, moi, j'ai supprimé Instagram il y a 6 mois parce que c'était rose à la fin, mais... Non. Ah non, ça, c'est mauvais pour le cerveau, non? Il y en a qui sont à fond sur cette motivation. D'accord. Intéressant. Le sujet de... tiens, on parle de maman, on parle de... est-ce que justement, quand tu es amené à avoir des projets, quand tu rencontres des couples qui ont des projets familiaux, est-ce que justement, parce que tu es maman, et au-delà de ton expérience d'architecte, est-ce que tu as en tout cas, tu réagis différemment à certains projets? Tu leur dis, attendez, parce que vous allez avoir une fille ou un garçon prochainement, moi je ferai ça à votre place. Est-ce que tu as d'autres réflexes? Non, j'ai pas trop changé de réflexe, mais c'est vrai que le sujet de la famille dans l'organisation, c'est toujours quelque chose, parce que je parle aux couples. Parfois, pendant les rendus, les enfants viennent, bien sûr. Et parfois, les couples, ils n'ont pas forcément le même projet de vie ensemble. Il y en a un qui me demande une 3e chambre, par exemple. Pour un 3e enfant. Alors que la femme, elle dit « Ah non, surtout pas, on va faire un bureau. » Donc, il y a une pièce sur le plan, on l'appelle pièce. Voilà. C'est vrai? Pièce, 12 mètres carrés, vous en ferez ce que vous voulez. Non, mais pour revenir à ta question, je partais sur autre chose parce que, non, franchement, je me suis toujours intéressée aux gens.
Tu leur as c'est pas depuis que j'ai un enfant que je sais comment fonctionne mieux un enfant ou une chambre. Non, mais tu peux dire, vous avez acheté un appart au 5e étage sans ascenseur, vous voulez avoir un enfant, excusez-moi, les 2 premières années, vous avez intérêt à... Enfin, pas besoin d'aller dans une salle de sport. Hein. Non, mais ça, je le savais avant d'avoir un enfant. Oui, mais par rapport à tes clients demain, s'il y en a un client demain qui est au 5e étage, est-ce que tu vas pas leur dire plutôt déménager, on va faire un projet différemment, parce que ça va être compliqué pour vous? Oui, non, parce que globalement, ils arrivent et ils disent, on a 2 enfants, ils le savent déjà. Ah, voilà. D'accord. Les clients, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui te fait lever du lit le matin et qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, tu sembles épanoui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ton parcours de vie semble être en phase avec toi-même? C'est différent tout le temps. Voilà, je rencontre des gens différents et je suis vraiment une architecte pour les gens. En fait, je suis au service de leur fonctionnement. C'est pour ça que je dois vraiment bien comprendre le fonctionnement de la famille, parce qu'après, ils peuvent fonctionner avec leurs enfants différemment de moi avec mon enfant aussi. Hein. Bien sûr. Donc là, j'ai vraiment une grande phase où je leur pose des questions. Je leur dis, je vais vous faire une petite interview où on liste absolument tous leurs usages en fait. Donc je me lève le matin parce que les projets sont vraiment autant différents, il y a autant de projets différents que de personnes différentes. T'as un appartement que tu te dis « ah oui quand même ». Et quand je dis « ah oui quand même », ça peut être 12 mètres carrés ou 170 mètres carrés, 4 mètres de volume, vue sur Tour Eiffel. Enfin, tu vois, c'est le « ah ouais quand même », il veut tout dire pour toi. Hein. Ah oui, le ah ouais quand même, un effet un peu waouh. Par exemple, un célibataire de 40 ans qui achète un 100 mètres carrés qui m'appelle, donc je lui pose des questions, je lui dis combien de chambres, il me fait une chambre. Dans 100 mètres carrés. Alors après quand même, j'ai moi-même fait des achats à vente d'appartements. Je dis pas que j'ai un pied dans l'IMO, n'exagérons rien. Je dis attention, le 100 mètres carrés à la revente avec une chambre, c'est pas évident. Il est pas si facile que ça. Et donc... il voulait une chambre en particulier, il voulait une chambre de 25 mètres carrés dans 100 mètres carrés, il voulait quoi? T'avais une idée? Ah bah lui, après les proportions, c'était à moi de lui proposer quelque chose. Hein, en fonction, oui, non, pas 25 mètres carrés dans les 100, non, justement plutôt une grande chambre. D'accord. Bon, très bien. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ce métier avec l'arrivée de l'IA, l'arrivée de la digitalisation? On voit aussi des notions aussi avec les DPE, la durabilité, le confort thermique. Tu vois, il y a quand même beaucoup de sujets qui arrivent d'un coup là, depuis 2 ans. On sent qu'il y a beaucoup de métiers qui sont impactés. Comment est-ce que tu vois ton métier, toi, impacté dans les prochaines années avec ce qui est en train d'arriver sur le marché? Alors, concernant par quel sujet je vais commencer? Tu commences par soit l'IA, soit le confort thermique, tu décides. Non, l'IA, pour moi, ça va devenir un nouvel outil de l'architecte, en fait. On peut me dire que ça va me remplacer, lui, il va pas... on va pouvoir... Ou peut-être les architectes vont devoir devenir de très bons prompteurs pour l'IA, mais qui, pour moi, va quand même nous pondre beaucoup d'images, quoi. Après, les plans, sans doute aussi... Mais il faudra forcément que quelqu'un vérifie tout ça. Non, que quelqu'un prompte. Alors, madame, elle veut une cuvette confortable, monsieur, sachant que là, il y a la fenêtre, à l'orientation sud. Alors, on dirait que l'IA, elle saura faire tout ça. Peut-être, mais ce rapport aux gens, de les comprendre et de dessiner pour leurs usages... Voilà, je pense qu'il faudra l'architecte et l'IA. Tu utilises déjà ça? Pour les images, un peu. Ouais, je fais vraiment la photo dans l'appartement un peu délabré, mais bien frontale comme ça. Je fais un petit prompt. Mais ça, c'est pour faire du Pinterest. T'es contente déjà de l'utilisation de ces outils? Oui, alors parfois, franchement, il est un peu crétin quand même. Parce que j'ai fait une photo d'une pièce de 10 mètres carrés, mais un énorme canapé d'angle. Enfin, il n'a pas compris les proportions. Et le temps de le prompter, j'aurais mieux fait de faire plus rapidement un SketchUp. C'est vrai que parfois, exactement. Et tu y vois, dans mon secteur, j'y vois beaucoup de gains de productivité. Je vois pas de gains d'expertise, quoique ça peut arriver. Pas du tout. En expertise judiciaire, j'aurai un interview bientôt sur ce sujet, je vais le titiller là-dessus parce que c'est un vrai sujet. L'expertise immobilière, la dernière fois j'ai fait un truc, j'ai rentré toutes les informations, il m'a sorti une expertise avec méthode hédoniste, méthode comparative, la totale, en 5 minutes alors qu'il m'aurait fallu 2 jours. Est-ce que toi, tu te rends compte que tu as un gain de productivité pour tous les dossiers administratifs, ça me fait penser, parce que je pose des déclarations préalables, permis de construire, parce que je fais des petites extensions d'immeubles à Paris ou de maisons à Montreuil, là, par exemple. Eh bien, pour tout ce qui est CERFA, quel CERFA il faut utiliser? Tellement. Mais parfois, ils se trompent.
Franchement, il me sort un truc sur la réglementation handicapée. Je dis, mais t'as fait n'importe quoi. Je m'excuse platement. Sur les articles, il n'est pas au top. Ouais, il n'est pas parfait encore. Hein. Donc là, il s'améliore grâce à moi. Tu contribues. Voilà. Ouais. Mais donc, je l'ai utilisé pour ça. Il y a toujours un petit blabla, une notice architecturale à faire. Ouais. Ça, je prends mon téléphone, je dis, raconte-moi que ça, blablabla. Il me met tout bien en forme. Donc ça, t'as un IA spécifique dans ton métier? Non, ChatGPT, ouais. Pas un autre? Non. Tu t'es renseigné dans ton milieu s'il y avait une IA en particulier? Franchement, peut-être il faudrait que je me renseigne, t'as raison. Ouais, je pense Ou pour une petite extension, là, on a été retoqué, donc il fallait que je refasse un dessin et je faisais un Photoshop un peu amélioré. Donc j'ai essayé de le faire. À la fin, le rendu l'est bien. J'ai passé 3 heures à le prompter. Donc je sais pas là pour les images. Faut qu'il s'améliore un peu quand même. L'idée c'est gain de temps, productivité. Je pense que voilà, on va apprendre à se connaître lui et moi. Et après je gagnerai du temps grâce à lui. Voilà, ça sera un outil de plus. Tu le tutoies ou pas? Ouais, bien sûr. Au début, je disais s'il te plaît, merci. Ah oui, mais on m'a dit qu'il faut pas. Tu lui dis non, parce qu'on m'a dit que ça utilise trop d'énergie. Ah bon tout. Pour la planète, faut pas. J'essaie de rester poli avec lui. Hein. non, juste je tutoie. J'ai plutôt tendance à penser que c'est une fille d'ailleurs qui me répond. C'est bizarre. Ah, moi, un mec, tu vois. Salut, s'il te plaît, comment tu vas? Mais c'est drôle, quand je fais ces prompts, à la fin, je fais s'il te plaît, merci beaucoup. Et c'est vrai que quand il récap ce que je lui dis, il me met merci beaucoup. Enfin, je trouve ça drôle. C'est devenu un pote. Enfin, une pote. Est-ce que tu donnerais quel conseil est-ce que tu donnerais à une jeune femme, un jeune homme qui veut se lancer dans l'architecture d'intérieur? Parce que le DPLG, c'est ça. Bon, on a compris que c'était des diplômes. Oui, mais moi, à vrai dire, quand je me suis lancée dans les études d'architecte, à part savoir dessiner et aimer les sciences, je savais pas beaucoup plus que ça, quoi. Et donc, on m'a conseillé, et peut-être c'est pas un bon conseil, hein, mais de faire l'architecture, les études d'architecture classique et d'après, comme ça, dérivé. J'ai un de mes cousins, il m'a dit oui, mais je veux pas du tout être architecte, je ferais bien un peu de la déco, sur les plateaux de cinéma. Je lui ai dit, Stanley Kubrick a un diplôme d'architecte. Donc, voilà. Alors après, je comprends, c'est 5 ans d'études, on n'a peut-être pas le temps, il y a des formations plus rapides pour être archi d'intérieur. Mais je conseillerais vraiment de faire la voie générale et après, on a beaucoup plus de portes ouvertes. Je suis sûr qu'il y a certaines écoles, tu leur donnes 5000 balles en cash, ils te le donnent en 2 minutes, non? Donc voilà, donc c'est un conseil un peu plus, de côté comme plus sur la lenteur des études. Est-ce que, moi en immobilier, je vois beaucoup de gens qui se lancent dans ce secteur et qui font quasiment 0 formation, même si à la loi Hoguet, qu'on pense qu'on fait la formation, mais je peux leur démontrer qu'effectivement, qu'avec 2 écrans, je peux tricher et avoir ma loi Hoguet en 2 minutes. Je le dis suffisamment tous les jours. Ça manque de cadre. Est-ce que toi, tu sens que ce métier manque de cadre? En termes, alors j'ai pas forcément les mauvaises expériences des architectes d'intérieur qui ont eu des concurrents, des collègues, tu les vois comment ils travaillent. Enfin, t'as pas de retours là-dessus? Moi, franchement, j'ai que des bons retours. Que des bons confrères, des bonnes consoeurs. C'est bien d'être entouré que de positifs. Non, parfois, je peux avoir des demandes d'architectes d'intérieur, comme on dit, pour signer une demande de démolition de porteurs. D'accord. Et puis ils me filent 3000 et puis voilà. Je leur dis non, merci. Allez, au revoir. Moi, c'est plus de 10% de toute façon. À laisser. On arrive à la fin de l'interview. Déjà, merci beaucoup pour t'être exprimé, avoir dit un petit peu tout ce que... d'avoir répondu à toutes mes questions. Dans les dernières questions, ce que j'aime, pour conclure, c'est si tu devais résumer ton IMO Story. C'est un peu mon terme. En une phrase, en une image, qu'est-ce que tu choisirais? J'ai un peu du mal, parce que mon IMO Story, on a l'impression que c'est parler de mon parcours, non? On est sur un parcours de vie. Hein, il n'y a pas que le métier, il y a aussi le parcours de Moi, femme. c'est plus comment je vois le métier, vraiment au-delà de mon parcours. Parce qu'à une époque, peut-être ça a changé, on disait que les architectes étaient mégalos. Ne dessinaient que pour eux, voulaient faire que des œuvres d'art, que les architectes avaient un style, par exemple. Je prends cet archi parce qu'il a un style. Donc moi, je veux vraiment lutter contre ça. Je dessine pour les usagers. Pour les gens. Peut-être avec des préférences, quand même, de matériaux, de couleurs? Non, parce que moi, je travaille vraiment sur l'organisation, les dimensions, l'ergonomie, pour que la famille vive, je travaille beaucoup pour des familles, je fais un peu de bureau aussi, mais vive dans cet appartement. Après, limite, c'est madame qui choisit les murs rouges, moi. T'as pas une matière avec laquelle tu te sens plus à l'aise? Non. Non, pas la matière sur laquelle se sentira à l'aise ma cliente. D'accord.
Oh là là, quelle bonne commerciale, j'adore. Et enfin, c'est ma dernière question, qu'est-ce que tu souhaiterais transmettre aux gens qui veulent se lancer dans l'activité? On en a un petit peu parlé tout à l'heure à travers le diplôme, mais peut-être qu'il y a une énergie, peut-être qu'il y a une attitude, peut-être qu'il y a un engagement, parce qu'on est quand même dans un métier d'indépendant. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Non, là, je pensais, quand tu me poses la question, plus, je leur dirais, allez sur des chantiers. Franchement, on n'apprend que comme ça. Ouais. Parce que sur les chantiers, il y a encore des gens expérimentés qui peuvent faire des petites bêtises, qui peuvent se tromper. Ça fait aussi partie de la vie. On n'apprend que sur les chantiers. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez sur le terrain. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve pour un nouveau numéro d'Imo Story. À très bientôt. Bye bye.